Librairie Stéphane présente À la découverte de la mer. Presque les 3/4 de la surface de notre planète sont recouverts par les mers et les océans. C'est dans cette immense quantité d'eau que la vie est apparue il y a plusieurs milliards d'années. Et c'est sur ces côtes que vit la moitié de l'humanité aujourd'hui. Moyens de transport, énormes sources de nourriture, poumons de la planète. Nous vivons en fait tous sur des îles disséminées sur la planète mer. Pourquoi la mer est-elle salée? Parce qu'elle contient de 30 à 40 grammes de sel dissous par litre. Oui, le même sel que celui qu'on met sur les frites. Ce sel vient de la croûte terrestre qui en contient beaucoup. L'eau de pluie le dissout et l'entraîne vers la mer via les fleuves et rivières. Quand l'eau de mer s'évapore pour former les nuages, le sel reste dans la mer, tandis que la pluie recommence un cycle. Donc, la mer est salée, et même de plus en plus salée. Et qu'en est-il de la couleur de la mer? Bleue, bien sûr. Enfin, parfois verte, ou jaunâtre, ou transparente. Pourquoi? La lumière est composée de différentes couleurs. L'eau absorbe surtout le rouge et le jaune, et renvoie surtout le bleu. Mais si la couche d'eau est mince, elle absorbe peu, et elle apparaît transparente. Si elle est riche en algues microscopiques, elle tire sur le vert. Si elle contient beaucoup de boue et de sable, elle devient jaunâtre. Enfin, si on descend profondément dans la mer, il n'y a plus de lumière et la mer est noire. L'origine des océans. Il y a 4,6 milliards d'années, la Terre se forme à partir d'un amas de gaz et de poussière. Elle restera longtemps une boule de lave brûlante, hérissée de milliers de volcans. L'eau est déjà présente dans l'atmosphère, mais sous forme de vapeur, tellement il fait chaud. C'est seulement il y a 3,5 milliards d'années que la température à la surface de la Terre va suffisamment diminuer pour que l'eau devienne pluie et remplisse les creux de la jeune croûte terrestre, formant des lacs, des mers et des océans. Et comment les continents se sont-ils séparés? Les océans s'ouvrent et se ferment. Les plaques continentales bougent. Quand deux plaques s'écartent l'une de l'autre, un fossé apparaît entre elles. Il se remplit d'eau. Au fond du fossé, la croûte rocheuse se déchire et laisse échapper des tonnes de lave qui refroidissent et durcissent rapidement. Ainsi, un océan se forme en se remplissant d'eau par le dessus, tandis qu'un plancher de roches solides se construit par en dessous. Parlons un peu des océans et mers d'aujourd'hui. Tous les océans communiquent entre eux. On pourrait donc dire qu'il n'y a qu'un seul grand océan mondial. Cependant, en regardant la carte du monde, on voit que certaines vastes étendues marines sont assez bien séparées les unes des autres. On leur a donné les noms d'océans Atlantique, Indien et Pacifique. Ensuite, parce qu'ils ont des caractéristiques de température et de circulation des courants assez particulières, on a aussi défini un océan arctique au pôle Nord et un océan antarctique au pôle Sud. Nous voilà avec 5 océans. Les abysses. Dans les grands fonds, règne une obscurité totale. Dans les ténèbres, certains animaux ont appris à fabriquer leur propre lumière, grâce à une réaction chimique. On appelle cela la bioluminescence. Certains poissons utilisent une antenne lumineuse pour attirer leur proie. Nous avons aussi les fumeurs noirs. On dirait des cheminées de ciment qui crachent de l'eau bouillante, et très riches en fer, ce qui lui donne sa couleur noire. Faisons un petit voyage chez les habitants de la mer. Les algues. Ce sont les plantes de la mer, même si elles n'ont ni tiges, ni feuilles, ni racines. Elles peuvent être microscopiques et flotter librement dans l'eau. Alors elles font partie du plancton, ou très grandes, et s'accrocher sur le fond ou les rochers. Comme les plantes terrestres, elles utilisent la lumière pour fabriquer la matière organique à la base de l'alimentation de tous les animaux marins. Les coquillages. Nous trouvons différentes formes de coquilles. Parlons un peu des coquilles en spirale. Elles sont fabriquées par les gastéropodes, ceux qui marchent sur le ventre. Beaucoup d'espèces sont herbivores et broutent les algues grâce à leur radula, une série de dents disposées comme sur une râpe à fromage.
Chez certaines huîtres, quand un petit débris vient se coincer entre l'animal et sa coquille, il est emballé dans une bille de nacre, une perle. Et qu'en est-il des mollusques sans coquille, comme les calmars? Ces animaux mous ont une tête bien développée, de la mémoire et peut-être de l'intelligence, de gros yeux remarquablement efficaces et des tentacules munis de ventouses. Ce sont les mollusques céphalopodes. Ce sont des prédateurs dont la bouche est munie d'un bec corné mais qui n'ont plus de coquille visible. L'exocète, c'est le nom scientifique donné aux poissons volants qui bondissent grâce à des nageoires en forme d'ailes. Ils sont capables de faire des vols planés de plusieurs dizaines de mètres hors de l'eau. Ces bonds leur permettent d'échapper aux thons, espadons et dauphins qui voudraient les dévorer. C'est pratique, non? Terminons enfin avec les cétacés. La baleine et les dauphins, ce sont les mammifères marins qui ressemblent plus aux poissons par leur forme et leur mode de vie complètement aquatique. Ils ont totalement perdu leurs pattes arrière, leurs pattes avant sont en forme de rame, nageoire pectorale. Ils ont un aileron, nageoire dorsale, et une queue aplatie horizontalement, qui leur sert de propulseur. Comme ils doivent venir respirer en surface, leurs narines ont reculé et se trouvent au sommet du crâne. Voici une information intéressante sur les poissons. Les poissons ne font pas de bulles. Nous respirons l'oxygène de l'air avec nos poumons. Les poissons, eux, respirent grâce à leurs branchies. Comme l'oxygène qu'ils absorbent n'est pas sous forme de gaz, mais dissous dans l'eau, ils ne font pas de bulles, sauf dans les dessins animés. L'eau entre par la bouche, passe entre les branchies, où l'oxygène est absorbé, et ressort par des fentes sur le côté de la tête. Parlons un peu des richesses et des menaces de la mer. Une île de plastique. Dans le Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, les courants marins ont rassemblé des millions de débris de plastique de toute taille qui forment une plaque flottante, grande comme la France. Une poubelle géante alimentée par tout ce qu'on jette à la mer, dans les rivières ou qui s'échappe de nos décharges. De nombreux animaux, oiseaux, tortues, dauphins s'étouffent en avalant les plus gros déchets. Les autoroutes de la mer, c'est tellement évident que parfois on l'oublie. Un des plus grands services que la mer rend aux hommes est de leur permettre de transporter facilement de grandes quantités de marchandises. Les bateaux assurent 7/10 du commerce mondial et sont le mode de transport le plus économe en énergie. Mais à certains endroits, près des côtes et en direction des grands ports, le trafic est tel que des accidents surviennent avec des conséquences parfois catastrophiques comme les marées noires. Mais la mer, c'est aussi un endroit idéal pour implanter des éoliennes géantes, un sous-sol riche en pétrole et en gaz que les techniques modernes sont maintenant capables d'atteindre, et une formidable réserve de biodiversité indispensable à l'équilibre de la planète. Toutes ces richesses sont à portée de main si les hommes se montrent capables de les exploiter avec sagesse sans dévaster notre planète mère. Il faut faire un peu plus attention pour préserver toutes ces richesses. À très bientôt pour un prochain volume.